Moi je suis jeune, les gens ils vont se dire t'as tout eu directement. Non, faut savoir que j'ai travaillé avant, travaillé mon réseau. Le réseau c'est vraiment plus important. Même quelqu'un qui a des grandes compétences et qui n'a pas de réseau, la personne qui a du réseau et pas de compétences, il aura beaucoup plus de chances de réussir. Ça c'est super intéressant, j'espère que vous avez bien entendu. C'est une masterclass qui nous a fait. Masterclass gratuite. Aujourd'hui, est-ce que tu vas vraiment rester en France? Des fois je me dis ça fait peur de gagner de l'argent en France. Toujours se faire accompagner parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller plus vite et d'aller plus loin. À l'heure actuelle, tu penses quoi de la mentalité française? Problème en France, on n'aime pas parler d'argent, l'argent c'est tabou. Pour moi, tout homme doit avoir du leadership. Et franchement, meilleur en termes de leadership, pour moi c'est... Bon bah là c'est moi qui ai introduit. Je t'en prie. Bah écoute, ça va Gérald? Ça va et toi? Ouais, ça va, la forme. La forme? Ta semaine? Ça a été. Ouais. On court en ce moment. Ouais. On court, il y a toujours. Il y a beaucoup de clients, on va pas se plaindre. Hein. Toujours. Beaucoup de business. Ouais. Et on court derrière les banques, quand tu connais, tu sais comment ça se passe. En fait, franchement, on est dans une période un petit peu bizarre. Je pense que toi, c'est pareil. En fait, on a là les clients, ouais. Mais en fait, au niveau de la banque, ça suit pas. C'est incroyable. Mais bon, là, je rentre direct dans le vif du sujet. Ah ouais, on n'a même pas encore salué les gens. Je te laisse saluer les gens et tout. Voilà, bah écoute, Jonathan, Gérald. On l'a expliqué dans les 3 derniers podcasts. Voilà, on est des experts agents immobiliers. Gérald plus précisément du coup dans la gestion de patrimoine et moi plus précisément dans le neuf. Et du coup, on est là pour vous apporter un maximum de valeur dans l'investissement immobilier. Exactement. Voilà. Et aussi dans le mindset. Et surtout dans le mindset. Surtout dans le mindset. Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir les connaissances, mais s'il n'y a pas de mindset, on passe pas à l'action et on fait pas grand chose. On fait rien. On fait pas grand chose. On fait rien. Bah là, tu vois, du coup, tu parlais de financement. Ouais. Du coup, tu parlais de financement. Tu dis oui, voilà, bon, on a pas mal de clients, mais bon, les financements, c'est un peu compliqué, etc. Et je crois que je l'avais expliqué lors du premier podcast. Et il est important, du coup, d'avoir un mindset à se dire que on va trouver des solutions. La situation est différente et de trouver des banques partenaires. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais derrière, même si tu as beaucoup de clients, il y a toujours des solutions, il y a toujours des banques qui financent, il y a toujours des conseillers qui vont être un peu plus formés ou un peu plus comment appeler ça, qui est quelqu'un qui va plus se mettre à fond sur les choses. C'est ça. Donc du coup, bon, ces pépites là, faut les trouver. Bon, je vais pas donner les miennes, mais pour ceux qui veulent les pépites de Jonathan, n'hésitez pas. De toute façon, on laisse nos coordonnées. Si vous voulez nous contacter, si vous avez des projets immobiliers, donc on fait notre publicité, c'est quand même notre podcast. Ouais, c'est ça. Faut qu'on fasse de la publicité. C'est ça. Mais ouais, le but c'est de donner de la valeur. Mais maintenant, il y aura encore plus de valeur si vous nous appelez. Forcément. Voilà, bah c'est le but, hein. Mais ouais. Mais ouais, de toute façon, faut créer son réseau de banquiers. Et c'est le plus simple, même si c'est plus difficile qu'il y a 5 ans. Mais il y a toujours possibilité de créer son réseau, toujours. Ça va être un peu plus difficile, mais si tu lâches rien, parce que, tu vois, comment on appelle ça la patience. Ouais. Donc la patience maintenant, elle est plus importante maintenant parce que le marché est compliqué. Donc des fois, faut savoir accepter de gagner pas beaucoup, mais derrière, en fait, si t'as la patience derrière par rapport à ton truc. Après, c'est vrai que moi, je suis jeune, les gens ils vont se dire oui, bon voilà, t'as eu tout sur, t'as tout eu sur directement. Non, moi, faut savoir que j'ai travaillé avant. J'ai travaillé mon réseau, j'ai tout fait pour que derrière mon réseau soit parfait, pour que toute ma machine soit opérationnelle. Le réseau, c'est vraiment ce qu'il y a le plus important. Hein. Bah oui. J'ai même entendu, j'ai écouté justement un coach qui expliquait que le réseau, il est beaucoup plus important. Même quelqu'un, par exemple, qui a des grandes compétences, mais qui n'a pas de réseau, la personne qui a du réseau et pas de compétences, il aura beaucoup plus de chances de réussir. Et c'est pour ça qu'en fait, le réseau, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Partout où je vais, à chaque fois, il faut que j'explique qu'est-ce que je fais dans la vie, comment je peux aider une personne à investir ou autre. Si les gens ne savent pas ce que tu fais, comment veux-tu développer ton réseau? Aussi même on va dire s'intéresser un minimum aux personnes qui sont autour de nous. Et parfois, en fait, on va dans des endroits, on parle pas, soit on n'ose pas, parce qu'il y a des gens qui ont peur aussi, parce qu'il faut aussi avoir de l'audace d'aller parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Mais moi, franchement, c'est un effort que j'ai appris à faire. Même si à l'époque moi j'avais un peu peur d'aller voir les gens, de me dire qu'est-ce qu'il va me dire, lui il est bizarre, il vient me parler, je le connais pas. Oui, le but c'est de faire connaissance. Donc faire connaissance avec les gens. Bonjour, comment allez-vous? Même dans l'avion maintenant, t'as bien une habitude. La personne qui est à côté de moi, qui est à ma gauche, qui est à ma droite, je vais le voir, je vais lui demander voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps, où est-ce que tu vas, est-ce que c'est des vacances, est-ce que c'est du business?
Et en général, on se rend compte que les personnes sont grave à l'écoute. Bah oui. En fait, nous, on insiste là-dessus, hein. Je pense qu'on en a parlé beaucoup au premier podcast, mais on insiste là-dessus sur les premiers réseaux. Et t'avais parlé d'une loi qui est super intéressante. C'est d'avoir, en fait, au moins, en fait, si ton business est en péril, si t'as pas 10 nouveaux contacts par semaine. C'est ça, c'est 5 nouveaux contacts. Si 5 nouveaux contacts. De 5 nouveaux contacts, ton business, il est vraiment en déclin, en péril. Si vraiment tu veux réussir, c'est minimum 5 nouvelles personnes avec qui tu discutes de ce que tu fais. Sinon, c'est impossible de pouvoir vraiment se déployer. Et vraiment, prospérer dans un business, c'est 100 nouveaux contacts dans le mois. Il y a très peu de personnes qui font ça. C'est pour ça qu'en fait, pour être dans le top 1%, dès que tu fais les 100 nouveaux contacts, t'es dans le top 100%. Et globalement, pour pouvoir y arriver, bah, il faut mettre. Mais déjà, si t'es au-dessus de 50, déjà t'es dans le top des 1%. Bah, mais clairement. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui font plus de 50. Hein. Et tu sais, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Moi, j'aime bien aussi accompagner les jeunes. C'est quelque chose que j'ai pas forcément expliqué, mais j'aime bien aussi accompagner les jeunes qui, par exemple, qui sont aux études, qui sont en troisième ou qui sont en terminale, qui savent pas trop dans quoi ils veulent travailler plus tard. Donc, ils viennent faire des stages avec moi. Et parfois, lorsqu'on fait les démarches, en fait, je les aide à faire les démarches pour pouvoir chercher un emploi. Et ils me disent oui, j'ai tout essayé, j'ai envoyé des CV et ça n'a pas fonctionné. Et je leur demande mais vous avez envoyé combien de CV en fait? Ben, j'en ai envoyé 2 aujourd'hui, 2 par là. Je dis non, t'as pas compris. Tu vas envoyer 100 CV par jour. Je dis 100 CV, mais attends, mais t'es malade. Non. À partir d'aujourd'hui, tu vas envoyer 100 CV par jour. J'en ai rien à faire, tu te débrouilles. Tu vas sur 10 sites différents et t'envoies 10 CV à chaque fois, ça fait 100 CV. Et bien évidemment, ils n'arrivent pas forcément à envoyer les 100 CV, mais ils en envoient une trentaine, une quarantaine. Au bout d'une semaine, il y a des réponses. En fait, au bout d'une semaine, en général, c'est des stats. De toute façon, en général, tu veux chercher du taf, tu cherches du taf actuellement, il y a toujours des solutions partout. Franchement, la France, on a beau on a des pays qui ont pas un très haut taux de chômage. Et derrière, en fait, si tu cherches du travail, si tu veux bosser, tu vas trouver. C'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'entreprises, même s'il y a eu le Covid, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui continuent de recruter et qui continuent d'être là et qui continuent de recruter un maximum. Et c'est pour ça que les gens comme disent, ah, mais non, mais moi, je trouve pas de taf, etc. Non, c'est juste que t'as la flemme de trouver du taf, tu vois. Clairement. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, lorsque je venais de finir mes études, je faisais des petits boulots à côté, je travaillais en intérim, tout ça. Et c'était un truc de fou. J'hallucinais parce qu'en fait, la boîte d'intérim, pour pouvoir faire des interventions au magasin, elle m'appelait pratiquement, chaque semaine. Il y avait grave du boulot. Et à un moment donné, bon, je suis pas très fier de ce que je vais raconter. Hein. À un moment donné, avec mon pote, on s'est donné comme défi de pouvoir signer 2 CDI. Ah bon, attention, c'est totalement illégal. Ça peut être illégal si on dépasse les heures. Et en fait, c'était juste pour pouvoir montrer qu'en fait, il y a du taf. Donc, j'avais signé un CDI dans une grande société de l'agroalimentaire pour 35 heures et une autre société à mi-temps. Et j'ai dû tenir pendant au moins 6 mois. Après, il y a un moment, j'étais trop fatigué, j'ai dû laisser un autre, mais juste pour montrer qu'en fait, il y a du boulot. Pour les personnes qui sont vraiment motivées, qui n'ont pas peur de se lever tôt le matin, parce que bon, qu'on travaille dans l'agroalimentaire, il faut se réveiller tôt le matin en magasin pour pouvoir faire des mises en place. Donc il fallait être à 4 heures du matin, être en magasin. C'est vrai que tout le monde aussi n'a pas le courage de le faire. Mais pour les personnes qui ont un minimum de courage, franchement, tu vas forcément trouver un boulot. C'est sûr. Faut vraiment être motivé. Moi, faut savoir que je raconte un peu mon histoire, hein. Mais quand j'avais 18 ans, quand j'ai fêté mes 18 ans, j'étais dans une situation un peu compliquée. Je suis pas né avec une cuillère en argent et du coup, il fallait que je trouve du boulot. Donc c'était là que ça commençait à se développer les drives. Ouais. Donc tout ce qui est Carrefour Drive, le Care Drive, etc. Et je te jure, j'ai toqué à toutes leurs portes. J'ai envoyé même, comme t'as dit, 30 à 40 CV. Je me suis fait prendre à Leclerc Drive et Amazon. Donc, du coup, j'avais deux boulots. Donc, je travaillais à Leclerc Drive la semaine et je travaillais à Amazon le week-end. Et tu sais, je me faisais combien par mois? Combien? Je me faisais 3 000 euros par mois. Bien sûr. Je me faisais 3 000 euros plus, je touchais ma bourse de 300 euros. Bien sûr. Mais du coup, au final, en fait, si tu veux, ça m'a donné goût au travail. Mais bon, après, à tenir quand même, c'était compliqué. Parce que je faisais du 6h, 19h à Amazon le samedi. J'avais pas de vie, hein. Et le dimanche, je faisais 7h, 20h. J'ai même sacrifié, ma vie de couple, tout,
pour que Ah, ma vie de couple, quand tu fais l'ancien. Bah oui. Tu fais l'ancien, t'avais Bah quel âge oui. à ce moment-là? J'avais 18 ans. Et Ah, moi, bah du oui. coup, je préférais avoir un peu de sous pour pouvoir faire mes projets que, du coup, me concentrer sur ma vie de 18 ans. Je sais pas, j'avais une mentalité un Ouais. peu différente. Et du coup, bah, à 18 ans, 19 ans, je sortais pas. Mm. Je sortais pas. Ou sinon, je sortais très peu. Mais tu me voyais pas beaucoup, tu vois. Et du coup, c'est ça qui m'en arrivé là, parce que du coup, j'ai rien lâché. Après, bon, j'ai pas tenu longtemps aussi, hein. J'ai tenu, allez, au moins 2 ans comme ça, tu vois. Franchement, en fait, il y a un rythme que tu prends, en fait, quand tu travailles. Il y a que dans la jeunesse qu'on peut faire de telles folies. Et je me souviens aussi, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je travaillais donc dans les grandes surfaces, donc pour une grande société d'agroalimentaire le matin. Le soir, je travaillais aux ambulances parce que j'avais mon cousin qui avait lancé son ambulance. Donc j'ai dû travailler 2 ou 3 mois avec lui. C'était le temps de lancer son activité. Et le week-end, je travaillais dans la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des longues vacations de 12 heures. Donc, c'est-à-dire que j'étais à peu près dans les mêmes revenus que toi, 3000, 3005 tous les mois. Et j'étais chez mes parents. Et à chaque fois, c'est un truc que j'explique aux gens, aux jeunes en tout cas, qui nous écoutent. Bah, en fait, c'est tellement important de pouvoir capitaliser le temps où on est chez les parents, parce que c'est un temps où bah, tu payes pas de charges, tu payes pas de tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation, charges de copropriété pour ceux qui sont propriétaires. Et c'est vraiment un moment où on peut vraiment capitaliser. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les jeunes à investir quand ils sont chez les parents, parce que c'est vraiment une période qui est propice à l'investissement. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont dû travailler très tôt pour aider les parents, justement, à remplir le frigo et tout. Mais je pense qu'il y a une bonne partie des jeunes, parfois, bah, qui ont oublié ça et qui sont partis claquer de l'argent en soirée. Ah, mais après, ça, c'est la mentalité c'est la génération, c'est ma génération, c'est comme ça. C'est comme ça, si tu veux, on est plutôt une génération de fainéants. Mmh. En fait, on veut tout avoir tout de suite. C'est ça. Et on n'a pas envie de trop Il travailler. y a pas de patience. En fait, c'est pas ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Si tu veux, tu vois beaucoup de gens qui réussissent, en fait, qui montrent qu'ils réussissent du jour au lendemain comme ça. Mais bon, ils ont pas vu les sacrifices de ces personnes-là qu'ils ont fait avant. Et en fait, eux, ils ont l'impression que eux aussi peuvent le faire, tu vois. Mmh. Alors que si tu veux quelque chose de bien et faire quelque chose de grand, t'as toujours besoin, en fait, de faire un maximum d'efforts. Tu vois, tu vas pas, genre, faire 1% d'effort ou un petit peu d'effort pour avoir, genre, je ne sais, 10 000 euros par mois, tu vois. Mmh. Mais ça, si tu veux, ça, c'est une génération, ce qu'ils pensent. Donc, sur ça qu'ils continuent à sortir, etc., parce qu'ils se disent, ouais, peut-être un jour, bah, je vais peut-être péter le million parce que voilà, j'ai tradé, voilà. Oh, Je sais pas, c'est ça. je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'en fait, on est dans une période où, avec toutes ces publicités qu'on voit sur les réseaux, dans le e-commerce, dans le trading, dans les sociétés SMMA, marketing, tout ça et tout, on voit tellement de choses passer où on voit en fait des success stories, des jeunes, je sors j'ai pas fini mes études, j'ai lancé ma boîte de e-commerce, j'ai fait le million en 24 heures, tout ça. Il y a tellement d'histoires comme ça que finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement dans une matrice, en fait. Et ils se disent que, ouais, bon, en fait, je vais pouvoir réussir comme ça, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et encore, ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois, il y a des personnes, c'est tout simplement, en fait, faux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se servir, par exemple, on va pas nommer des gens, mais par exemple, je sais que Jonathan, il a réussi dans un domaine. C'est-à-dire que moi, je traîne avec Jonathan, je sais qu'il a réussi. Je dis à Jonathan, t'inquiète, finance-moi. Moi, je vais sur les réseaux, on fait quelques vidéos, tu loues des voitures, tout ça et tout. Moi, j'ai une fast life sur les réseaux. Derrière, ils vont croire que voilà, Gérald, il a réussi. Et ensuite, derrière, je vais vendre des formations, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et malheureusement, ça marche. Parce que les belles voitures, les beaux voyages, les belles filles, tout ça, aujourd'hui, les gens, c'est quelque chose qui continue à fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est difficile de jauger qui est le vrai du faux, tout ça. C'est pour ça que je trouve que les podcasts comme ça, c'est bien parce que ça permet de voir de l'intérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on a en fait, le background. Ça nous permet de parler d'expérience. C'est pour ça que je trouve qu'en fait d'avoir des échanges comme ça permet de montrer aussi l'expertise qu'on a dans le métier. Et c'est surtout ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on discutait. Bon, tu m'as parlé de tes vibrations XE, mais tu m'as parlé de quelque chose de hyper intéressant. C'est on parlait du coup de la retraite. Et du coup, en fait, j'ai envie que tu partages un petit peu genre tes idées,
quels sont les plans, tu sais, quels sont les plans pour la retraite et tout, tu vois, parce que ça me paraissait hyper intéressant et je pense que ceux qui écoutent ceux qui vont écouter le podcast seraient hyper intéressés par rapport à ça. Bah, en fait, ouais, tout à l'heure, on parlait de retraite parce qu'en fait, la retraite, c'est un sujet interminable en France, hein. On a vu tout ce que ça a pu faire, les manifestations. Et on voit que finalement, le gouvernement, ils savent pas quoi faire par rapport à la retraite. Parce qu'en fait, si on regarde en fait le modèle anglo-saxon, ça fait des années qu'ils sont passés à la retraite par répartition. Moi, ma famille aux États-Unis ou même au Canada, ben ça fait longtemps qu'en fait qu'ils sont sur une retraite où justement c'est eux-mêmes qui vont cotiser eux-mêmes pour leur retraite. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un montant qui sort de leur salaire pour qu'ils puissent financer leur retraite. Mais aujourd'hui en France, on essaie encore de nous faire croire qu'il y a cette retraite par répartition et qu'en fait nous, on est censé payer pour les personnes qui sont à la retraite. Mais la problématique, c'est que maintenant il n'y a plus assez de travailleurs pour les retraités. Et ça, c'est une problématique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des placements type PER, plan épargne retraite, qui vont nous permettre justement de pouvoir capitaliser aujourd'hui pour que justement arriver à la retraite et avoir soit une rente mensuelle, soit récupérer un capital. Et il faut arrêter de mentir aux gens, de dire que oui, si tu vas aller manifester, Macron il va changer d'avis, il va t'envoyer à la retraite plus tôt. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Les caisses sont vides. Donc, on peut plus payer la retraite. C'est-à-dire que si tu ne te payes pas toi-même ta retraite, ça sera très, très, très compliqué. Mais du coup, il y avait pas que ça, du coup, comme placement pour le PER. Du coup, il y a pour les personnes normales. Et qu'est-ce que tu as aussi à conseiller par rapport aux auto-entrepreneurs? En fait, il y a eu une réforme parce que à l'époque, en fait, on avait ce qu'on appelait le PERP, donc qui était pour les personnes physiques, et on avait la loi Madelin, donc qui était pour toutes les personnes morales. Donc maintenant, ils ont fait une réforme où ils ont mis le PER, donc c'est-à-dire que on a le PER pour les professionnels et les PER pour les personnes physiques. Maintenant, quelqu'un, en effet, qui a une activité professionnelle, il va pouvoir justement cotiser en utilisant justement la trésorerie de sa structure professionnelle pour pouvoir financer sa retraite. Et bien évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on sait qu'à chaque fois que je prends 1 euro dans ma société, j'ai l'URSSAF qui vient, j'ai les impôts qui viennent. Là, finalement, je vais pouvoir cotiser pour ma retraite et franchement c'est un truc extraordinaire. Et moi, tous mes clients médecins, profession libérale, à chacun de ces clients-là, je leur ai fait ce plan épargne retraite. Et en plus, lorsqu'on le fait à titre personnel, c'est-à-dire que sur la déclaration d'impôt classique, on va en plus pouvoir bénéficier d'une déduction au niveau des impôts. Ça, c'est super intéressant. Du coup, c'est quel montant? En fait, ce qui est bien, c'est que on va calculer sur la tranche marginale d'imposition. D'accord. Si par exemple, je suis sur une tranche marginale d'imposition à 30%, si j'investis 100 euros, eh ben, je vais économiser 30%. C'est-à-dire que je vais économiser 30 euros sur les impôts. C'est énorme. Et pour les personnes qui sont dans des tranches supérieures, à des tranches à 41%, ben, c'est 41% tout de suite qui va être justement en déduction, qui va venir en déduction au niveau des impôts. Et je vais donner une petite astuce, hein. Encore une fois, c'est gratuit pour les personnes qui nous écoutent. On a la possibilité d'ouvrir un PER au nom de ses enfants. Ça, c'est un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que je vais pouvoir cotiser tous les mois pour un placement qui sera destiné à mes enfants. Et ce placement-là, justement, il va pouvoir rentrer dans l'assiette de calcul de mes impôts. Donc, je vais pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale. Et en plus de ça, mon enfant va pouvoir acheter sa résidence principale, donc débloquer ces fonds-là plus tard pour pouvoir acheter sa résidence principale. Donc, premièrement, ça m'a permis de défiscaliser pour moi. Et deuxièmement, j'ai pu aider mon enfant à pouvoir acheter sa résidence principale. Donc en fait, il y a des choses comme ça qui existent. Les gens ne sont pas au courant et on continue à mettre de l'argent sur des livrets A à des taux qui sont pas intéressants. L'inflation, elle va au-delà de tout ça. Donc on sait très très bien qu'aujourd'hui, si on veut aller au-delà de l'inflation, il faut aller en bourse. Il faut aller en bourse et pour aller en bourse, il faut passer soit par un PEA, soit par une assurance vie qui va justement, on va aller sur quelque chose d'équilibré. On va mettre 50% de prudence, 50% d'action. On va aller chercher un petit peu plus de rentabilité. Et de toute façon, sur le long terme, on est forcément gagnant. Ok.
Donc ça, c'est super intéressant. J'espère que vous avez bien entendu. Ouais, bon, parce que là, c'est une masterclass qu'il nous a fait. Ah, mais là, c'est une masterclass. Voilà, c'est une masterclass gratuite. Voilà, une masterclass gratuite qu'il nous a fait ça. du coup, sur l'investissement immobilier. Et, enfin, pas sur l'investissement, mais du coup, sur l'investissement de sa retraite. Du coup, moi, le PER, moi, jusqu'à tout à l'heure, je ne connaissais pas. C'est pour ça que je t'ai posé pas mal de questions là-dessus. Et moi, c'est quelque chose que, du coup, je vais faire, que je vais appliquer, du coup, sur ma société. C'est quelque chose, dès qu'on génère, en tout cas, du chiffre d'affaires, il faut pas hésiter, justement, à pouvoir utiliser ces effets de levier, parce que, très franchement, on sait qu'en France, à partir du moment où on va, prendre de l'argent sur son compte professionnel, tout est, on va dire, tout est cadré. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de prendre de l'argent comme ça, sinon tout de suite je suis soit imposé à l'impôt, ou soit assujetti à l'URSSAF, et l'URSSAF a fait mal. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes super mal. qui ont quitté qui ont quitté la France. Et je sais que on parle pas mal entre nous, et que tu te poses des questions aujourd'hui. Est-ce que tu vas rester est-ce que tu vas vraiment rester en France? Ah, là, on encourage personne à partir. Là, tu vas me dire quelque chose de fou, mais bon, je vais te répondre à ta question. Moi, le but, c'est pas de rester en France, vraiment, parce que déjà fiscalement, pour moi, par rapport à ce que je me donne et par rapport à ce que je perds, pour moi, c'est trop important. Donc, je pense que moi, personnellement, pour moi, le mieux, c'est d'aller dans un endroit où fiscalement, où je peux m'y retrouver. Voilà. Donc je vais pas donner. T'as quelques endroits en tête où tu veux pas trop en parler, ou en fait, si tu veux, il y a Dubaï, qui est super intéressant déjà par rapport à l'entrepreneuriat. Donc déjà par rapport à l'entrepreneuriat, en fait, d'avoir un esprit où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tous concentrés en fait sur une seule ville, et pour te développer un peu plus au niveau de tes capacités. Donc du coup, c'est hyper intéressant, et fiscalement. Alors moi, j'ai appris que il y avait quelques impositions qui étaient tombées à Dubaï, donc je sais pas, mais ça reste pas grand chose pour l'instant. Ça reste pas grand chose par rapport à ce que je paye actuellement. Et du coup, oui, en termes de fiscalité, je pense que oui, il y a de grandes chances que je pars d'ici un an et demi. Et la fiscalité en France, elle est tellement complexe, c'est incroyable. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de lois, il y a trop de sociétés, il y a trop de trucs, en fait. En fait, c'est que c'est compliqué. Mais c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, tu vois. C'est un casse-tête. Là, on va bientôt rentrer dans la période de déclaration des impôts, et je sais que j'ai des clients, déjà, ils s'arrachent les cheveux. Bon, je suis là pour les aider, pour les accompagner, justement, sur leur déclaration d'impôts. Mais c'est à chaque fois une période où les gens, ils flippent, en fait. Parce que il y a tellement de cases, ils ne savent pas dans quelle case utiliser. Et en plus, ce qui est fort, c'est que chaque année, ils trouvent le moyen de changer des cases. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, pour telle chose, c'était le 4BE. Et cette année, on sait pas pourquoi, ça va changer de lettres. Donc, voilà, il y a encore beaucoup d'améliorations à donner, en tout cas, au niveau de la fiscalité française. C'est compliqué. Très compliqué. C'est trop compliqué. Comment en fait, si tu veux, t'es là, t'es une personne, on va dire, par exemple, t'as personne pour t'accompagner. T'arrives, tu vois, t'as 19 ans, t'as 20 ans, tu dois faire ta première déclaration d'impôt. Mais tu fais comment? C'est tellement intéressant ce que tu dis. Tu sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, qui ont fait fortune très, très, très tôt, hein. Et qui, justement, très rapidement, ils ont fait face à certaines difficultés, parce qu'en fait, ils ont gagné énormément d'argent. Mais étant donné qu'il y avait personne pour pouvoir les aider, ça a été très très compliqué, justement, pour pouvoir s'en sortir vraiment en ayant des vrais revenus, parce qu'au bout d'un moment, tu penses que tu as bien gagné ta vie, mais derrière, tu ressens un courrier des impôts qui te dit, voilà, il va falloir payer ça, il va falloir payer ça, il va falloir payer ça. Je sais pas si t'en souviens de l'interview de Niska, où il expliquait que voilà, lui-même, en fait, il avait percé dans la musique. Il dit, mais nous, à la base, on n'a pas d'éducation financière. Et en fait, on arrive dans la musique, on signe des contrats, on gagne beaucoup d'argent, mais on sait pas quoi en faire. Tu vois, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on est vraiment d'utilité publique. C'est-à-dire que quand toi, tu vas accompagner un client pour investir dans l'immobilier neuf, tu vas dire c'est ça. En fait, on est vraiment d'utilité publique. Parce que aujourd'hui, les gens ne savent pas quoi faire de leur argent. En tout cas, beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire de leur argent. Mais c'est ça, mais limite, tu vois, des fois, je me dis, ça fait peur de gagner de l'argent en France. Je te promets, hein. Parce que du coup, des fois, tu te dis, ah putain, si je dépasse ce chiffre d'affaires-là, du coup, je vais devoir faire 4 fois plus pour avoir le même niveau de revenu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Franchement, tu sais quoi? Moi, j'ai tellement entendu des choses aberrantes sur ça. Moi, j'ai déjà entendu des clients dire, en tout cas pas trop mes clients, mais des personnes me dire, parce que moi, j'ai pas trop des clients qui ont ce mindset-là. En tout cas, s'ils ont ce mindset-là avant, moi, je leur dis de ne pas avoir ce mindset-là. Il y en a qui sortent quand même. J'ai pas envie de gagner plus d'argent. Sinon,
je vais aller dans une telle tranche d'impôts. Je vais payer trop d'impôts. Faut pas que je gagne trop d'argent. Sinon, je paye trop d'impôts. C'est un truc de fou, ça. Mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que les gens se freinent de leur capacité à aller chercher des plus gros revenus parce qu'ils ont peur de payer trop d'impôts. Moi, je leur explique, vous savez, il y a des moyens d'optimiser cet impôt. Donc, vous inquiétez pas. Allez chercher plus d'argent. Et derrière, moi, je vais vous optimiser tout ça. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est optimisation. Optimiser l'argent qu'on a gagné. Pour moi, c'est un de ces gros problèmes. C'est compliqué. Pour moi, c'est pas possible. Malheureusement, si on fait pas cette optimisation-là, t'es mort. On est mort. T'es mort. Très clairement. Parce que la classe moyenne aujourd'hui en France, elle se fait éclater. Non, mais... Elle se fait défoncer. Clairement, en France, j'ai pas envie de choquer les gens, mais il vaut mieux être smicard, hein. Il vaut mieux être smicard, tu vas avoir les APL, tu vas avoir des exonérations sur ta taxe d'habitation, tu vas avoir des aides, tes enfants à l'école, ils vont pas payer la cantine, il y a plein de choses. Franchement, c'est incroyable, hein. Ouais, et derrière la classe moyenne, bah, tu payes la cantine, tes enfants, ils ont pas la bourse. Moi, mes parents faisaient partie de la classe moyenne haute, donc ça fait que j'ai jamais eu une seule bourse. Mes parents n'ont jamais eu aucune aide. Et derrière, t'as des gens, bah, ils bénéficient de plein de. Après, maintenant, c'est le pays, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le package. Mais en tout cas, en France aujourd'hui, lorsqu'on gagne bien sa vie, franchement, si tu n'optimises pas, franchement, tu vas donner tout ton argent à l'État. C'est ça. Et en plus, moi, j'aime pas optimiser. Tu me connais, j'aime pas optimiser, j'aime pas ça. Pour moi, c'est super compliqué. Ça prend du temps. Ça prend du temps, faut que tu perds du temps, etc. C'est une prise de tête. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai plus envie d'être là à pouvoir développer mon argent, à pouvoir, en gros, l'investir comme je le veux et comme je l'entends. Mais si derrière, je sors même pas 100 € de ma boîte, derrière, je dois donner tout un tas de justificatifs qui me paraît trop compliqué, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense que prochainement, je ne serai plus là. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une profonde réforme, en tout cas, au niveau de la fiscalité. Non, mais sinon, qu'ils aident les entrepreneurs. Qu'ils les aident, qu'ils facilitent. Tu en demandes trop. Non, mais c'est ça, mais qu'ils facilitent au pire au niveau des papiers. Parce qu'en fait, si tu veux, t'es là, t'es entrepreneur, faut que tu te renseignes sur toutes les lois. T'imagines, toi? Il y en a trop en plus. C'est-à-dire qu'au final, toi, tu te loupes, t'oublies un truc, etc. Paf, tu reçois un courrier, tu dois tant. Mais comment ça, pourquoi, comment ça se fait, etc. Tu vois, des fois, tu reçois des courriers chez toi, des nouveaux courriers, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est pas une arnaque et tout, tu vois, limite, tu vois. Parce que au final, tu te dis, attends, je suis entrepreneur, j'entreprends, je suis là, mais derrière, on met des bâtons dans les roues, tu vois. Mais est-ce que tu sais, chaque année, je reprends parfois, j'ai des nouveaux clients, et je reprends leur déclaration d'impôt. Et parfois, je me rends compte qu'il y a des clients, pendant des années, ils ont fait des erreurs sur leur déclaration. Et figure-toi que l'administration fiscale n'a même pas vu qu'il y avait des erreurs. Et ça, c'est souvent dans les textes de loi de défiscalisation. Il faut savoir que avant la loi Pinel, il y avait la loi Duflot, il y avait la loi Cellier, il y avait la loi Borloo. Et toutes ces lois-là, en fait, par exemple, moi j'ai un client, il était en Borloo. Pendant des années, il a continué à défiscaliser alors que la date de la loi était terminée. Pendant 3 années supplémentaires, il a continué à défiscaliser et l'administration fiscale n'a même pas vu. C'est-à-dire que faut pas croire, en fait, derrière, c'est aussi des humains. C'est aussi des humains et il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas faire. Donc parfois, chaque année, lorsque j'utilise certains textes de loi pour pouvoir défiscaliser, il peut arriver que l'un de mes clients reçoit un mail de l'administration fiscale pour avoir des informations. Donc moi, j'hésite pas, je prends le mail, j'explique et parfois ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils veulent avoir des justificatifs, tout ça et tout, parce que ça reste que des humains. Il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à contrôler. C'est pour ça que, je sais pas si tu as fait attention, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, maintenant il faut déclarer tous les biens immobiliers. C'est-à-dire qu'il y a un espace où tu dois dire, cet appartement-là, je suis propriétaire, mais c'est une résidence secondaire. Et s'il y a un locataire, tu dois donner le nom du locataire. Ils veulent tout prendre. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens qui déclaraient pas bien leur bien immobilier qui était en location, ou soit qui déclaraient pas du tout. Là, ils se sont dit, il faut qu'on récupère de l'argent. Donc, ils ont fait cette réforme. Mais malgré ça, il y a eu des bugs impossibles. C'est-à-dire que tu te connectais sur le site, ça fonctionnait pas. Ils avaient mis une deadline. Finalement, ils ont dû la repousser de 2 mois, tellement c'était compliqué. Donc, franchement, c'est un très gros chantier. Et franchement, mon métier, j'ai encore beaucoup d'années devant moi parce que en fait, c'est tellement compliqué que on aura toujours besoin d'un gestionnaire de patrimoine. Autant que tu restes en France, du coup. Ah, ça y est, toi, tu veux partir, tu veux me laisser ici, toi. Ah, je te laisse.
Non, Non, moi, en vrai, j'aurais toujours pied à terre parce que comme on l'avait dit la dernière fois, t'as dit en fait ce qui est important, c'est aussi toujours de garder son business en France. Donc du coup, je vais quand même garder mon entreprise, mon business en France parce que c'est important pour faire des investissements plus tard. Si je veux acheter un immeuble de rapport, si je veux faire des investissements derrière, c'est important que je reste en France pour lever de la dette, exactement. pour lever de la dette. Mais ensuite derrière, je pense que pour de nouvelles sociétés, pour de nouvelles, on va dire plus de l'info entrepreneuriale, je pense que je le ferai à l'étranger, tu vois. C'est important de. Moi, j'ai pas mal de clients. J'ai un client qui lui, habite à Singapour. Enfin, j'ai plusieurs clients qui sont à Singapour. Et la plupart de ces clients-là, ils ont tous une structure qui est en France. C'est-à-dire qu'ils continuent à générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que même en quittant fiscalement la France, ça peut être intéressant de laisser une société qui tourne, qui fait des revenus, sur laquelle je vais pouvoir lever de la dette. Parce que ce qui est bien, et ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que je peux, une société peut être associée d'une SCI. C'est-à-dire que je peux avoir une société en France et une holding en France et je vais justement les associer pour pouvoir créer une SCI. Et je vais pouvoir lever de la dette puisqu'on va regarder les bilans des différentes sociétés. Et si les bilans des différentes sociétés sont ultra positifs, bah, je vais pouvoir continuer à lever de la dette. Donc je pense que c'est intéressant de garder une activité en France, surtout si elle fonctionne déjà. On n'a aucun intérêt de tout fermer parce que j'ai vu qu'il y a des personnes, ils ont fait l'erreur de tout fermer et de partir. Et finalement, bah, ils se sont supprimés une société qui rapportait de l'argent. Moi, je trouve que c'est assez bête de faire ça. Non, c'est bête. Tout à l'heure, je disais, je rigolais un petit peu, je m'en vais, je m'en vais. Mais je vais pas partir sans laisser ma trace. C'est sûr que je vais garder une entreprise, un restaurant, ou je vais garder ma société actuelle là pour vraiment lever de la dette. En plus, c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois, et il y a beaucoup de personnes qui sont expatriées, mais qui continuent d'investir en France. Qui continuent d'utiliser le système français parce que c'est vrai que le système français, par contre, par là-dessus, pour lever de la dette, c'est assez facile quand t'as pas mal de chiffres d'affaires et t'as pas mal d'apports, du coup. Mais c'est intéressant parce que au-delà de ce que tu viens d'expliquer, les gens ne veulent pas, on va dire, abandonner les investissements en France parce que la France, ça reste quand même un pays qui est sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont investi à l'étranger, notamment en Afrique, et ben, dans des terrains où ils ont jamais vu la couleur de ces terrains-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que globalement, au niveau des lois, il y a des choses qui sont pas encore carrées. Bon, il y a beaucoup de choses maintenant. Il y a beaucoup de pays dans lesquels, en fait, il y a des grandes évolutions et ça fonctionne de mieux en mieux. Il faut dire, ce qui est, c'est que en France, on a des notaires et franchement, c'est très carré. Le système notarial français est quelque chose qui vraiment permet de protéger le propriétaire. Donc ça reste quand même, on va dire, intéressant d'investir en France parce que derrière, il y a beaucoup plus de sécurité. Là, on parle d'une bonne chose. Ouais, voilà, c'est au niveau, ils sécurisent nos investissements, tu vois. Ouais, par contre, ouais, ils sécurisent. Par contre, les notaires, voilà, ils s'en mettent plein les fouilles. Et c'est incroyable. En tout cas, ils les sécurisent bien. Ouais, mais ça c'est Ah oui, là, sécurisé, hein. Ah oui, c'est Tu super. payes la taxe foncière, tu payes de l'impôt parce qu'ils sont quand même forts les gars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as l'impôt sur les revenus fonciers, c'est-à-dire que tu vas payer de l'impôt sur les revenus fonciers, mais en plus de ça, tu vas en plus payer la CSG, CRDS en plus sur les revenus fonciers. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu payes de l'impôt sur de l'impôt. C'est jamais vu. Il y a que en France qu'on peut voir des choses comme ça. Donc voilà, la fiscalité, on la connaît. Je pense qu'il voilà, il faut connaître les stratégies, les techniques. C'est pour ça que on dit aux clients de se faire accompagner. Encore une fois, c'est même si on le rabâche, on va continuer à le rabâcher. Toujours se faire accompagner parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller plus vite et d'aller plus loin. Bien sûr. De toute façon, dans tous les cas, la terre c'est pas fait comme ça. Le pays, la France, c'est pas fait comme ça. Les murs ne sont pas bâtis tout seuls. Il y a toujours eu quelqu'un qui apprenait à quelqu'un à le faire. Et t'as pas le choix que d'apprendre et de faire accompagner par quelqu'un. Et je pense que c'est comme ça, tu vois. Je pense que tu dois l'apprendre comme ça, tu dois le prendre comme ça. Peu importe l'âge, peu importe la race de la personne, elle peut toujours t'apprendre quelque chose. Et je pense que ça, c'est hyper important de le comprendre et de le mettre dans sa tête. Parce que derrière, surtout, mais alors, du coup, on parlait d'argent, mais surtout sur l'argent, t'as toujours besoin de quelqu'un qui va te conseiller. Et c'est pour ça que les conseillers en gestion de patrimoine, du coup, sont là pour ça. Pour ceux qui, en tout cas, ont envie de se faire conseiller, parce que il y a un truc dont je parle très, très souvent, c'est cette capacité justement d'accepter un conseil de quelqu'un. C'est-à-dire, on appelle ça l'enseignabilité.
C'est-à-dire qu'en fait, tu as la capacité à être enseigné. Et si on n'a pas cette capacité-là d'être enseigné et qu'on a de l'ego, ça va être très difficile de pouvoir s'en sortir. Et pourquoi j'explique ça? Parce que je sais que j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi. Après, moi, c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est que, bon, moi, je suis pas le grand maître, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas obligé de passer par moi parce que tu me connais. Mais tu as le droit de me poser la question. Et franchement, moi, je prendrai le temps de pouvoir y répondre. Si tu as une question dans la gestion du patrimoine, fiscalité, immobilier, je vais prendre le temps d'y répondre et je t'enverrai pas de facture, t'inquiète pas. Mais parfois, il y a des personnes par ego. Ils savent que Jonathan, il fait quelque chose, mais non, je vais aller le faire tout seul. Et finalement, les mecs, ils se prennent des murs. Et moi, j'ai tellement d'exemples de personnes qui, à cause de l'ego, à cause du fait qu'ils voulaient pas venir te voir, ils ont préféré y aller tout seul et se prendre des murs. Et moi, je pense qu'en fait, qu'il faut se débarrasser de l'ego. Et qu'on soit en face d'une femme ou de quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre origine, faut pas hésiter d'aller le voir et poser des questions. Est-ce que tu penses que cet investissement-là est intéressant? Est-ce que tu penses que c'est rentable? D'après ton expérience, est-ce que tu penses que je devrais investir ici ou plutôt de l'autre côté? En fait, voilà, c'est des choses comme ça. Et parfois, il y a des personnes, tellement ils sont ravagés par l'ego, ils foncent tout seuls et ils se prennent des murs. En tout cas, pour ceux qui réussissent, c'est bien. Ouais. Mais pour ceux qui réussissent pas, c'est compliqué. Après, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient cette mentalité. Te dire, vas-y, j'ai pas envie de lui donner des thunes. J'ai pas envie qu'il se gaffe plus. Aïe, 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 là, on va aller sur des débats. C'est des débats. Moi, j'ai entendu, j'ai une pote, elle m'a sorti une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Et là, je me suis dit vraiment, parfois et tout, dans la communauté, il faut vraiment qu'on réfléchisse un peu mieux. J'ai une pote qui m'a donné un exemple, c'est que en fait, elle était en collaboration, elle avait, on va dire, qu'on appelle ça une affiliation avec un centre de formation. Elle avait une affiliation, c'est-à-dire qu'en fait, la formation, je crois qu'elle coûtait 1 000 €. Et en fait, en gros, c'est comme si toi, tu passes par mois. Et en fait, la formation, tu vas pas la payer 1 000 €, tu vas la payer 800 €, ok? Mais sauf qu'en fait, l'affiliation, moi, elle va me donner 100 €, tu vois, 100 € pour moi. Le gars, il a préféré aller payer directement 1 000 € pour pas que la personne ait 400 €. Mais la mentalité des gens, c'est incroyable. C'est une mentalité, en fait, mentalité de se dire que j'ai pas envie que l'autre, il se fasse de l'argent. Je préfère perdre de l'argent que lui en fasse. C'est une mentalité, c'est grave, hein. Et en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça. Mais tu sais d'où ça sort, cette mentalité-là? Aïe, aïe, aïe. Je pense que dans la communauté, je sais que j'ai pas envie d'aller dans les choses un petit peu trop sensibles, mais en fait, cette mentalité-là, malheureusement, elle vient du temps de l'esclavage, où en fait, à un moment donné, lorsque les colons, en fait, ils ont mis en fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents en esclavage, ils faisaient en sorte de mettre des chefs parmi les Noirs, justement pour qu'ils puissent les détester. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la personne qui te donnait les ordres, tout ça et tout, là, et en fait, en gros, c'est parti de là, et finalement, on veut pas que l'autre y réussisse, tout ça et tout, donc c'est parti de là, et c'est quelque chose vraiment qui a été orchestré. Et maintenant, on a conscience de ça. Maintenant qu'on a conscience de ça, il faut qu'on fasse autrement. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'hésite pas, lorsque j'ai un business, d'en parler à des gens de ma communauté, parce que, globalement, il y a d'autres communautés qui ont réussi à le faire, donc pourquoi nous, on pourrait pas le faire? Mais c'est vrai que c'est profond, hein. Pour arriver à un stade où je préfère perdre de l'argent que toi tu en gagnes, tu te rends compte quand même que les mecs c'est vraiment compliqué. Mais moi je pense que ça va changer parce que regarde, toi et moi on fait du business ensemble, moi je connais plein d'autres personnes qui font du business ensemble. Tu vois, ça veut dire que voilà, il y a d'autres personnes qui ont décidé de pas prendre la même direction. Donc mais il faut juste qu'à un moment donné on va dire distiller un maximum cette information là parce que peut-être qu'il y a des personnes qui disent "Ah, c'est normal de faire ça", mais en fait non, c'est pas normal de faire ça en fait. OK. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de la mentalité des personnes? En fait, à l'heure actuelle, tu penses quoi de la mentalité surtout française? Ils sont comment? Tu les vois comment, toi? Est-ce que... La mentalité française, surtout lorsqu'on parle, parce que là, ici, on parle quand même d'investissement, on parle de mindset, tout ça. Mais voilà, quel est le mindset de ces personnes qui sont sous un président, comment tu les vois? Après, nous, la France, on est un pays quand même, où on va beaucoup manifester. On l'a vu avec les Gilets jaunes, à quel point ça a duré longtemps. Et tu sais, moi, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, tout ça et tout. Et à un moment donné, moi, j'ai décidé de prendre du recul. Et j'essayais de comprendre. Et je regardais les gens qui témoignaient, qui parlaient. Il y avait vraiment une douleur qui était profonde. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus
que Emmanuel Macron leur doit quelque chose. C'est-à-dire que c'est au fond d'eux, en fait. Il faut essayer de les comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait cette période où peut-être que voilà, l'État subvenait aux besoins des gens. Et en fait, il y a des gens qui se disent non, Macron me doit ça, en fait. Macron, il est en train de me mettre une carotte parce que il fait ci, il fait ça. Et en fait, et c'est vraiment un sentiment qui est profond. Donc j'essaie de comprendre ces gens-là et ne pas leur dire que voilà, c'est juste des personnes qui veulent manifester pour rien. Donc il y a ces choses-là. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ces gens-là, c'est leur dire, écoutez, c'est vrai qu'il y a une époque où l'État était là. L'État était là pour subvenir à tous nos besoins, pour nous aider. Maintenant, l'époque, elle a changé. Maintenant, on est obligé de switcher. On est obligé de prendre un virage à 180 degrés et de changer l'état d'esprit, de changer le mindset et se dire que finalement, si moi je ne m'aide pas, il n'y a personne qui va m'aider. Et c'est une réalité. On va crever. Chaque année, on voit encore tout le temps des personnes qui sont dehors. Ils ont beau donner des milliers, des millions d'euros au Resto du Cœur. Il y a toujours des gens dehors. Il y a toujours des mal logés. Si aujourd'hui, on ne prend pas les choses en main soi-même, il n'y a rien qui va changer. L'État ne va rien faire du tout. C'est pour ça que les gens qui s'attendent aux politiques, c'est compliqué. Et en plus, on a un autre problème en France. C'est que en fait, on n'aime pas parler d'argent. L'argent, c'est tabou. Faut pas parler d'argent. Oh, c'est incroyable. Et tout à l'heure, on parlait de la retraite. Et justement, il y a un ancien journaliste justement économique, Jean-Marc Sylvestre, qui est venu dans une émission en expliquant qu'il touchait une retraite minable. Bon, il a pas utilisé le mot minable, mais que c'était compliqué pour lui de boucler les fins de mois. Et sa retraite, elle est de 9 000 euros par mois. Je te dis pas le tollé qu'il y a eu jusqu'à ce qu'il est parti chez Hanouna aller justifier. Mais ça, je l'ai vu là, ce que tu m'as dit, c'est incroyable. Il a dû aller chez Hanouna justifier de ce qu'il a dit. Alors que si t'as un train de vie, à un moment donné, t'es à Paris. Peut-être que si t'étais en location, t'avais pas acheté ton appartement à Paris, tu peux déjà avoir 3 500 euros de loyer. Derrière, il faut savoir que quand on a la retraite, en vrai, on a plus de temps pour voyager. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'argent parce que j'ai toujours entendu une théorie qui disait, oui, on arrive à la retraite, on a besoin de... Non, t'as besoin de plus d'argent. Parce que t'as du temps, il faut que tu voyages, il faut que tu gâtes tes enfants et tes petits-enfants. Donc, t'as besoin de plus d'oseille. Donc, les gens qui disent que oui, ma maison, elle est payée, même si j'ai moins 50%, non. Ça devient compliqué. Et je comprends que s'il est habitué à un train de vie où peut-être qu'il touchait 15 000 euros par mois, mais que demain, il a que 9 000, c'est clair que moi, je le comprends. Mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose de tabou en France. L'argent, il faut que les mentalités elles changent. Je sais que Macron l'a essayé de faire des choses, mais le Français de base n'aime pas trop ça. Ah, les Français de base n'aiment pas trop ça. Depuis Sarkozy, souviens-toi l'histoire de la montre de la Rolex avec Jean-Jacques Séguéla, je crois, qui avait dit que si à 50 ans t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Elle a fait mal celle-là. Hein. D'ailleurs, quel président t'as préféré? Parce que là, du coup, ça me passe par la tête. Franchement, tu sais quoi? Avec le recul, au final, en termes de mindset, je trouve que c'était Sarko, en fait. Ouais. En termes de mindset, parce que ce qu'il a réussi à faire, maintenant, en termes de tout ce qui était ministre de l'Intérieur, tout ça, ouais, il m'a grave saoulé. Mais le mindset qu'il avait, ne serait-ce que d'avoir été chercher les Qataris, déjà ça, c'est un génie. Il est arrivé, il est parti chercher les Qataris, ils ont investi massivement à Paris, ils nous ont ramené des grands joueurs dans le club, et franchement, nous, on a kiffé. On est parti au Parc des Princes, on a eu des Zlatan qui sont arrivés, je sais pas si tu imagines. À l'époque, un Zlatan qui arrive là, des Beckham, même s'ils sont pas restés longtemps, on n'a pas eu CR7, mais voilà, on a quand même eu Messi, à Paris. Tout ça, c'est grâce à Sarko, faut dire ce qui est. Donc, et en plus, il y a de plus en plus de vidéos qui ressortent, quand ils parlent de mindset, qui parlent de, lorsqu'on veut faire un projet, on n'attend pas, l'argent pour faire le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc, on se rend compte que ce mec-là, s'il a réussi, parce qu'on peut dire ce qu'il est, on peut dire ce qu'on veut, même si, voilà, il a pas mal de casseroles au cul, mais derrière, le mec, il a réussi. Et aujourd'hui, je sais qu'une conférence de Sarkozy, c'est 400 000 euros de l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Sarkozy, pour moi, ça a été une des personnes qui a changé de l'immobilier déjà de base. Donc, parce que c'est lui qui a sorti un peu l'aide du prêt à taux zéro. Ouais. Donc, de mémoire, hein, c'est ça. Hein. Mais il avait fait un truc de fou, Sarkozy, à l'époque. Il avait fait la déduction des intérêts d'emprunt sur les achats immobiliers de la résidence principale.
C'est-à-dire que sur ta résidence principale, tu pouvais déduire les intérêts d'emprunt, c'était une dinguerie. C'est-à-dire que lui, il avait tout fait pour réduire les impôts, mais après, ils ont dit que oui, Sarkozy, il est là pour les riches, tout ça et tout. Ça avait fait polémique, mais ouais, franchement, il était venu avec pas mal de choses assez intéressantes. Et même au niveau de la succession, il commençait à faire un travail qui était très intéressant parce que on se fait allumer sur la succession. C'est-à-dire que toi, tu travailles des années pour bâtir un patrimoine, et au final, en fait, tout part à l'État. C'est incroyable. Non, mais C'est incroyable. C'est pour ça que toutes les grosses fortunes, beaucoup de grosses fortunes françaises, ont décidé de partir et de s'expatrier ailleurs parce que derrière, ils allaient se faire allumer et tout ce qu'ils avaient bâti allait partir en fumée à l'État. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que on a quand même aussi besoin d'un personnage, mais d'un président qui puisse bien diriger ses brebis. Là, j'ai parlé un peu spiritualité, Ouais. mais quelqu'un qui dirige bien ses brebis, et, actuellement, bah, surtout la France. Mais derrière, c'est quelqu'un qui va pouvoir, en fait, fédérer un maximum. Et, du coup, je vais prendre un exemple. Là, on va parler un peu spiritualité, mais je vais prendre un exemple, c'est Moïse. J'ai regardé le film là dernièrement là de Moïse sur Netflix. Ouais. Incroyable. Incroyable, tu vois, en fait, cette personne, elle arrive à fédérer, elle a rien à voir, en fait, de base, avec les Hébreux, tu vois. De base, on le prend pour un Égyptien, il vient, il sait qu'il est Hébreu, il arrive à fédérer tout le monde, à faire en sorte que tout le monde le suive. Et derrière, il a suffi qu'il lâche un petit peu pour que derrière, tout le monde le lâche. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles de l'histoire ou pas? C'est un truc de On se fou. voit très bien. Après, bon, tu sais que moi, là, je suis aussi bien ancré à l'église. Donc, Ouais. ça, c'est des histoires qu'on a ressassées tout le temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en termes de leadership, c'est énorme ce que Moïse, il a réussi à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait la responsabilité de tout un peuple. Il a justement reçu cette vision. Et parce qu'il avait cette vision-là, il a pu justement délivrer son peuple d'Égypte et les amener justement vers la terre promise, même si voilà malheureusement il n'a pas pu le faire et c'est les personnes qui étaient derrière lui qui ont pu continuer tout ça. Mais c'est vrai que déjà voilà ça a été un leader, ça a été un leader. Il a ramené un peuple, il les a délivrés justement du joug de l'ennemi, de l'esclavage. Et donc ouais c'est vrai que c'est une figure on va dire très importante de la Bible de par ce qu'il a pu faire. Après, maintenant, ça reste un homme, hein. Il y a eu des moments où il s'est énervé, il y a eu des moments où justement le Seigneur l'a repris, tout ça et tout, par rapport à ce qu'il a pu faire. Mais globalement, voilà, le leadership, c'est quelque chose qui est très, très important. Ouais. En parlant de leadership, on a parlé de Sarkozy, on a parlé de Moïse. Ouais. Quelle personne pour toi est aussi une personne de leadership? De leadership, après moi, j'ai beaucoup d'exemples de leadership. Déjà, la personne on va dire que je suis le plus dans le domaine du leadership, c'est John C. Maxwell. Je sais pas si tu connais. C'est vraiment une figure extraordinaire du leadership. C'est-à-dire que le mec, il a su impacter non seulement dans le milieu religieux, mais dans le milieu séculier. C'est-à-dire que il y a des chefs d'État qui ont fait appel à lui et beaucoup de grands chefs d'entreprise qui ont fait appel à lui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas John C. Maxwell, je peux donner par exemple un mec comme Martin Luther King. Pour moi, c'est du leadership ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire que ramener un peuple justement à prendre conscience de certaines choses, arriver avec une vision, et grâce à lui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Être un leader, c'est la capacité de pouvoir servir les autres, c'est-à-dire donner des solutions à des problématiques et justement à amener les gens à changer de niveau, à step up. Et c'est ça qui fait un vrai leader. Ce qui fait la qualité d'un leader, c'est les personnes qui sont autour de lui. Si à un moment donné on dit que Jonathan c'est un leader, mais pendant des années on n'a vu personne sortir de Jonathan, c'est qu'à un moment donné on peut te remettre en question ton leadership. Ce qui fait ton leadership, c'est ta capacité justement à pouvoir engendrer des personnes derrière toi. Et c'est ça vraiment qui fait du leadership. Et globalement, tu vois un mec comme l'ancien président là, c'est celui qui Hollande. Tu vois, c'est lui qui a déposé Macron. Il est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il y avait Macron qui était derrière lui. Il a réussi à engendrer Macron. Il a ramené au gouvernement. Il a fait ces choses-là. C'est ça qui fait un vrai leader. Et pourtant, il n'avait pas la tête de l'emploi. Tu peux ne pas avoir la tête de l'emploi, mais derrière, tu peux avoir un fort leadership qui te permet d'atteindre ce niveau-là. Et c'est ça qui est important. Pour moi, tout homme doit avoir du leadership.
même si tu es entrepreneur, c'est-à-dire que tu as des employés, des gens autour de toi, tu dois avoir du leadership. Même si tu n'as pas des employés, mais ne serait-ce que lorsque tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, il faut qu'on puisse sentir que tu as du leadership. Moi, en tout cas, le fait que j'ai pu faire beaucoup de séminaires sur le leadership et beaucoup de formations sur le leadership, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de parler, dans ma manière justement de pouvoir échanger avec les gens, parce que être leader, c'est vraiment être au service d'eux. À partir du moment où tu es au service de quelqu'un, et franchement, pour moi, le meilleur, ouais, en termes de leadership, pour moi, c'est Jésus. Hein. Oui, Jésus, c'est le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1 en leadership. C'est le numéro 1. Parce que le mec, surtout, lorsqu'il a choisi ses disciples, on voit qu'il a pris vraiment des gens totalement différents. C'est-à-dire que il a pris des personnes, voilà, qui étaient plutôt forts dans tout ce qui était finance, d'autres qui étaient entrepreneurs, d'autres qui pensaient même qui savaient rien faire. En fait, il a pris vraiment des personnes différentes et il a réussi à faire de ces personnes-là des personnes qui sont parties impactées partout dans le monde. Et c'est ça qui est fort, en fait. Et qui nous impacte jusqu'à l'heure. Jusqu'aujourd'hui, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, pour ceux qui sont pas religieux ou tout ça, mais on en parle encore. Là, dernièrement, c'était la Pâque, on a parlé de la résurrection, on a parlé de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un homme qui a impacté. Et comme disait Elon Musk, il expliquait que justement, il disait qu'il admirait Jésus parce que le mec, à un moment donné, il est arrivé, il avait un message d'amour. Donc, comment je peux ne pas vouloir aimer quelqu'un qui a un message d'amour et en plus qui avait un leadership comme Jésus? Donc c'est vraiment quelque chose quelqu'un qui a impacté, et c'est l'une des personnes aussi dans le leadership qui m'a beaucoup impacté. Moi, je trouve que Jésus, en parlant de spiritualité, je pense que Jésus savait aussi travailler beaucoup le subconscient des gens. Mais vraiment. Parce que j'ai lu un petit peu le livre par rapport au subconscient, la puissance de ton subconscient. Et quand tu regardes un petit peu le livre, etc., et que tu comprends, tu sais, toutes les choses par rapport à ton subconscient, derrière, tu vois que Jésus, il savait même travailler le subconscient à cette époque-là, tu vois. Je vais aller encore plus loin que toi. C'est-à-dire que 80% des livres de développement personnel sont tirés de principes bibliques. C'est-à-dire que tu peux pas prendre un livre de développement personnel où il n'y a pas une citation biblique. Ça, c'est clair et net. Donc, on voit qu'il y a ces choses-là qui existaient déjà, qui étaient peut-être des compétences que les gens avaient, sans se dire que voilà qu'ils les ont appris. On appelle ça des compétences inconscientes. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils faisaient inconsciemment. Mais aujourd'hui, on a réussi à mettre un nom et des mots sur ces compétences-là. Mais globalement, on sait que toutes ces choses-là sont tirées pour la plupart de la Bible, hein, et la majorité des personnes aujourd'hui qui sont en développement personnel, des Tony Robbins et compagnie, il y a tout le temps des références bibliques à ce qui dans leur formation, dans leur séminaire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on conseillerait à quelqu'un qui veut se développer personnellement? Parce que du coup, on a parlé pas mal de la retraite, on a parlé un peu de tout. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour qu'il devienne une meilleure version de lui-même, tu vois? En fait, là, il y a deux pôles, parce que là, tu as parlé justement de la retraite, tout ça. Il y a un pôle investissement et il y a un pôle mindset, justement, développement personnel. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Mais c'est deux choses sur lesquelles on peut se former. En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui sur YouTube. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais ne serait-ce qu'investir en soi-même. Déjà, premièrement, acheter des bouquins. Là, moi, je comprends pas comment aujourd'hui, pendant 12 mois, t'as pas lu un seul livre. Et même pour les personnes qui n'aiment pas lire comme moi, t'as les livres audio. Tu vas sur Audible, ou sinon, si vraiment, voilà, tu te dis que voilà, j'ai pas envie de prendre un abonnement, tu vas sur YouTube. Tu tapes n'importe quel gros livre de développement personnel, tu vas trouver sur YouTube. Et t'as même la possibilité d'aller dans des bibliothèques et d'aller consulter des livres gratuitement. Moi, il y a plein d'exemples de gros entrepreneurs qui expliquaient qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'investir dans tel ou tel livre. Ils allaient à la bibliothèque, ils consultaient les livres, ils les lisaient, après ils rentraient chez eux. Aujourd'hui, franchement, il y a zéro excuse pour pouvoir se développer personnellement. La première chose, vraiment, ça va être de s'éduquer avec des livres. Soit des livres audio, soit des livres papier, et participer à des séminaires. À chaque fois, je demande aux gens, mais combien de fois dans l'année tu vas participer à un séminaire où on parlait justement de se développer personnellement, où on parlait de mindset, où on parlait de confiance en soi, où on parlait
les gens, ils restent chez eux, ils ne se déplacent pas, ils veulent grandir. Si tu veux grandir, il faut absolument que tu puisses faire tout ça. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est hyper simple. Ok. Bah, très bien. Et moi, personnellement, ce que je conseillerais, moi, je pense que pour que tu sois une meilleure version de toi-même, déjà, ça dépend déjà, c'est quoi tes objectifs. Déjà, c'est d'abord de savoir définir ses objectifs. Une fois que tu les as définis, tu vas savoir, en fait, quel chemin tu vas prendre. Est-ce que tu as besoin d'être un leader? Est-ce que tu as besoin d'être un bon, comment on appelle ça? Un bon, quelqu'un qui est mince, un bon exécutant? T'as besoin d'être vraiment l'exécutant. Donc ça dépend de toi, tes projets. Est-ce que tu veux être leader? Est-ce que tu veux fédérer un maximum de personnes pour qu'ils t'accompagnent dans ton projet entrepreneurial? Parce que des fois, c'est ça. Ou sinon, t'as besoin d'être un exécutant et d'être quelqu'un qui fait un boulot, un truc, etc. Une fois que t'as réussi à définir ça, bah derrière, moi personnellement, tu prends les principes bibliques par rapport à tout ça. Et derrière, tu fais un petit mélange de tout ça. Ouais. Et derrière, tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Moi, je pense que ce qu'on a parlé là, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, je pense que ça va donner un maximum de valeur, comme tu dis. Ça, on leur a fait une petite masterclass, comme tu dis. Masterclass gratuite. Voilà, j'aime bien quand tu dis comme ça. Masterclass gratuite. Et je pense que c'est les personnes, on a pu les aider un maximum là, juste, par rapport à ce qu'on a dit gratuitement. Et je pense que les prochains podcasts vont être de mieux en mieux, tu vois. De mieux en mieux parce que après déjà on aura plus l'habitude d'échanger ensemble. En plus on apprend à se connaître à chaque fois quand je fais des échanges avec toi, je découvre encore des choses des choses vraies parce que en vrai ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et c'est vraiment le meilleur exemple qu'on peut avoir de passage à l'action, de mindset, de ne pas attendre les choses. On s'est rencontrés. On s'est dit que voilà, ce serait intéressant de converger, on va dire, nos connaissances et tout, et nos compétences. Et tout de suite, on s'est dit, voilà, on va mettre en place un podcast. Et ça s'est fait très rapidement. Et ça s'est fait. Et là, du coup, on est à quoi? On est au 4-5e, là? On est au 5e, pratiquement. On est au 5e. 5e, et là, c'est le 3e qui va être diffusé, parce que les deux autres qu'on a fait, ils vont pas être diffusables, malheureusement, parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques. Bah mais en tout cas, voilà, on est déjà sur le 3e, là, qui va être diffusé. Et là, on est parti vraiment là pour durer. Hein. De toute façon, là, mais là, c'est parti là. Déjà, on peut expliquer que déjà pour aujourd'hui, on avait pas de place aujourd'hui. On a forcé. On s'est dit, on est venu voir les proprios, on a dit non, il nous faut un créneau parce qu'on a absolument beaucoup de choses à dire et on peut pas prendre du retard. Et c'est vraiment un mindset en fait. À un moment donné, qu'on est déterminé, on a une vision, on a une feuille de route et il faut s'y tenir parce qu'on a fait un plan. Et par rapport au plan qu'on a fait, il faut y aller, il faut s'y tenir. C'est ça, bah oui, c'est ça. Yes. Et c'est ça notre mindset. Bah du coup, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Ouais. Et il faut qu'on continue aussi à demander aux gens qu'ils nous aident pour le nom. Ouais, faut qu'ils nous aident, hein, parce que là, faut pas qu'on tourne le 10e sans avoir de nom, tu vois. Je pense qu'on va bientôt inviter des gens là. Bientôt, bien sûr. Des personnes très intéressantes. Très intéressantes. Ouais. Très intéressantes. Super. Mais bon, ils verront après ça, on va le garder un petit peu pour nous. Ça. On va le garder pour nous. Je te laisse conclure, de dire au revoir. Bon, bah écoute, terminé pour aujourd'hui. Yes. Et du coup, on se revoit semaine prochaine pour le prochain podcast. Semaine prochaine, on enchaîne. Ok. Bye bye. Ciao.